D'accueillir Michael Mandel. Très tôt, Michael s'est trouvé sur le chemin de l'astrologie. Il avait 14 ans quand il a lu un article dans un manuel italien d'astrologie. Depuis, le virus s'est insidieusement installé et n'a cessé de progresser. Michael Mandel pratique une astrologie d'inspiration traditionnelle à orientation tant psychologique que prévisionnelle. Ses activités sont diverses et variées, consultations, formations, plus diverses interventions dans les médias, presse écrite, radio et télévision. Auteur de nombreux articles spécialisés ou de divulgation, dont certains sont accessibles via des sites comme mandelonline.com et zodiac.bi. Donc si vous voulez les sites, enfin je pense d'ailleurs ils sont marqués peut-être sur les actes, et puis éventuellement la personne pourra vous les redonner. Il a notamment publié dans Infosophia, revue de la Fédération astrologique belge, et dans la revue Astre. Il a entretenu une collaboration hebdomadaire avec le magazine Ciné Télé Revue, puis avec le Soir Magazine. Michael a écrit plusieurs livres, Répertoire de données de naissance en 1999, édité à compte d'auteur, L'envol vers les étoiles que j'ai vu là-bas sur la table. L'astrologie et la mort en 2001. Ah, c'est le même, d'accord. L'impact des éclipses, donc, qui a été édité chez thebookedition.com. Ce dernier livre, d'ailleurs, vous pouvez l'acquérir auprès de lui, en lui commandant ou par courrier, je pense. Ses sujets de prédilection sont également nombreux, parmi d'autres, la ronde des maisons, la criminalité vue par l'astrologie, l'astro-psychogénéalogie, les éclipses, la mort vue par l'astrologie. Mais nous ne pouvons pas parler de Michael sans parler de Janie Bétière, fondatrice de la Fédération des astrologues belges. Et Michael va nous présenter aujourd'hui son travail de recherche sur les éclipses, objet de son dernier ouvrage. Moi, l'éclipse, je passe le micro. Merci. Merci à toutes et à tous de m'accueillir parmi vous. Alors, petite précision, mon prénom, c'est pas Michael. Vous le savez certainement par mon accent, je viens de Bruxelles, mais je suis italien, c'est Michael. Deuxième précision, contrairement à ce qu'a affirmé Fabienne tout à l'heure, je ne m'intéresse pas spécialement aux astéroïdes, mais par rapport au programme Zodiac, j'ai demandé à André van der Linden d'ajouter les planètes naines, pas les astéroïdes. Donc les petites planètes qui ont été découvertes au-delà de Pluton, notamment Orcus. Mais c'est un tout autre sujet, c'est juste pour la précision. Alors, vous avez vu ce matin, Joseph vous a montré le thème du jour. J'avais évidemment calculé le thème pour 15 heures, donc le moment de mon intervention. L'ascendant vient de rentrer en Vierge. Et donc, je vous propose en effet un sujet assez technique. Nous allons parler de choses assez précises, mais je vous rassure tout de suite, la Vierge est un signe qui a tendance à couper les cheveux en quatre. Je ne vais pas les couper en quatre. Mercure est en bélier. On va aller droit au but. Alors, les éclipses, c'est un sujet, tout le monde a entendu parler des éclipses. Malheureusement, c'est un sujet très très mal connu, contrairement à ce à quoi l'on pourrait s'attendre. C'est un sujet de base dans l'astrologie traditionnelle. Quand vous prenez Ptolémée, la référence classique, ça remonte au IIe siècle, c'est une des premières choses qu'il indique en parlant d'astrologie mondiale, qui est la base de l'astrologie génétiaque, donc de l'astrologie individuelle. Ptolémée fait directement référence aux éclipses. Je vous cite d'ailleurs le passage. Donc il dit que les causes prépondérantes et premières des événements majeurs dans la vie des sujets ou des nations dépendent des 6 IJ. Celles et ceux qui ne le sauraient pas, les 6 IJ, ce sont les 2 phases majeures du cycle lunaire, pleine lune ou nouvelle lune. Donc les causes prépondérantes et premières des événements majeurs dépendent des 6 IJ du Soleil et de la Lune qui donnent lieu à des éclipses, ainsi que des transits des planètes qui se produisent lors des éclipses. Alors ce qui est très très étonnant, c'est qu'au fil de l'histoire, tout le monde convient, en tout cas dans le milieu astrologique, que les éclipses sont très importantes. Eh bien, 17 siècles plus tard, c'est-à-dire au début
du siècle dernier, fin du 19e, un astrologue qui est quand même assez connu, qui est Fomalhaut, citait exactement, pratiquement mot à mot, la même phrase que Ptolémée. Donc en 17 siècles, pardon, rien quasiment n'a bougé au niveau du travail sur les éclipses. On retrouve exactement les mêmes remarques aussi chez Barbault, mais non pas André, mais son frère Armand, qui a publié aussi quelques ouvrages début du siècle dernier, et où là aussi il reprend pratiquement mot à mot les propos de Ptolémée. Son frère, en revanche, André, eh bien, il démolit complètement les éclipses. Il y a très peu de littérature, je précise, sur ce sujet. C'est très très difficile de trouver des ouvrages, à part quelques-uns en anglais. Et André Barbault, en bon iranien qu'il est, démolit catégoriquement les éclipses. Je le cite dans l'introduction à l'astrologie mondiale. Il n'est pas possible que les éclipses concernent les événements de premier plan de notre histoire, comme l'a laissé entendre la tradition. Après la révolution copernicienne qui a démoli le système ptoléméen, voilà qu'André Barbault balaye encore quelque chose de Ptolémée. Comment suis-je venu aux éclipses? Alors, première chose qui m'a mis sur la voie, c'est un travail personnel dont on parlait à l'instant, mon travail sur la mort, qui n'était pas un travail pour prévoir la mort, mais plutôt pour comprendre la mort du point de vue astrologique. Vous le savez probablement, les éclipses ont toujours eu une mauvaise réputation en astrologie traditionnelle. Ce sont des événements considérés comme néfastes, voire mortifères. Et en effet, en travaillant sur le sujet de la mort, j'ai été amené aux éclipses. Deuxième chose, et la plus importante finalement qui m'a amené à ce travail, c'est justement Jeanne Bessières, dont on parlait à l'instant, qui était une excellente astrologue, une très grande astrologue belge, qui a aussi été ma femme et qui est disparue depuis, et qui a écrit un bouquin édité aux éditions du Rocher sur les éclipses, les lunaisons et vous, qui est un bouquin d'introduction aux éclipses. Malheureusement, elle n'a pas pu poursuivre son travail puisqu'elle a eu de gros soucis de santé, et notamment ce qui a l'événement déclencheur. Josette à l'instant parlait d'événements déclencheurs, de cas qui sont très très significatifs. Pour moi, l'événement déclencheur a été les fameux attentats du 11 septembre 2001. Alors, c'est justement par là que nous allons commencer, puisque je vous disais que l'ascendant est en Vierge, nous allons aborder beaucoup de cas pratiques. J'espère que j'aurai assez de temps, sinon vous m'arrêterez. Avant d'aborder les cas pratiques, on va essayer évidemment de déblayer un petit peu ce qu'il en est au niveau de la théorie. J'espère que vous avez tous et toutes le dossier où sont reprises mes notes. Je vous ai indiqué en fait les fondamentaux. Alors, dans mon livre, si vous aurez l'occasion de l'acheter, vous verrez toute l'histoire qui est derrière tout ça. Je vais vous épargner tout ce qui a pu être théorisé. Notamment, par exemple, par rapport aux éclipses, on soulignait l'importance de la durée de l'éclipse, de sa visibilité. Ce sont des notions très très anciennes qui ont été colportées au fil des siècles, comme je vous le disais. On les retrouve chez Armand Barbault. On les retrouve aussi chez un auteur anglophone, Robert Karl Jansky, qui a écrit un ouvrage sur les éclipses en anglais, et où il reprend mot à mot aussi ces notions ancestrales, et j'ai envie de dire, notamment liées à la visibilité, qui serait particulièrement néfaste. Ce sont des notions, à mon sens, qui sont liées à une astrologie très très ancienne. Quand on remonte à l'astrologie mésopotamienne, d'ailleurs, ce qui était uniquement considéré, c'était les planètes visibles. Donc la notion de visibilité était très très importante à l'époque, ce qui n'est plus nécessairement le cas de nos jours. Alors, dans les notes, vous allez retrouver donc des éléments tout à fait fondamentaux pour situer les repères de base. Tout d'abord, comprendre ce que c'est qu'une éclipse. Sans vouloir vous offenser, je ne suis pas sûr que tout le monde dans l'assistance sache comment se produit une éclipse. Alors, les éclipses solaires lunaires se produisant uniquement lors de la pleine lune, vous devez avoir maximum une distance de 12 degrés des nœuds lunaires par rapport à cet axe que va former l'opposition. Ceci est donc pour situer les éclipses lunaires. Alors, il y a deux cycles importants qui sont cités concernant les éclipses, dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit du cycle de Saros et du cycle de Méton. Alors, malheureusement, il y a une énorme confusion dans le domaine, même là aussi, sans vouloir le critiquer, mais comme on dit, il faut toujours tuer le père. Même André Barbault s'y est complètement confondu. Dans ses ouvrages, il confond, les rares fois il en parle parce qu'il n'a pas consacré d'ouvrage sur les éclipses,
mais il confond en effet Méton et Saros. C'est d'ailleurs le cas aussi de Ruperti, si vous lisez dans le cycle de la lunaison, malheureusement il se pourvoit complètement. Qu'est-ce que c'est que le cycle de Saros? Le cycle de Saros est un cycle astronomique. Donc, je précise d'emblée, donc il n'a que très peu, pratiquement pas d'incidence à mon sens au niveau astrologique, mais voyons ce qu'il en est quand même. Le cycle de Saros est un cycle de répétition des éclipses, qui se reproduit tous les 18 ans et 10-11 jours, suivant qu'il y ait plus ou moins d'années bissextiles dans ce laps de temps. Le cycle de Saros va donc représenter une répétition d'éclipses de même type. Par exemple, une éclipse totale de soleil va se reproduire 18 ans et 10 jours ou 11 jours après qu'elle se soit produite une première fois. Ça crée toute une flopée, disons, d'éclipses qui peuvent s'éterniser littéralement sur quelques milliers, un bon millier d'années. Et le problème de ce cycle, c'est que donc on peut prévoir la répétition d'éclipses, mais le problème du point de vue zodiacal, c'est que ce cycle va toujours être décalé. C'est-à-dire que puisqu'il y a 10 ou 11 jours qui viennent s'ajouter aux 18 ans, ben, si vous avez une éclipse qui se produit à 10 degrés, mettons du bélier, et bien 18 ans et 10-11 jours plus tard, elle ne sera pas sur le même degré, elle sera décalée. Donc du point de vue de l'astrologie individuelle, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. L'autre cycle qui est souvent cité, c'est le cycle de Méton, qui est un cycle qui en fait n'est pas lié aux éclipses, c'est un cycle qui est lié aux lunaisons, donc qui représente en fait la reproduction de la même distance angulaire que par exemple vous avez à la naissance entre le Soleil et la Lune, eh bien elle va se reproduire 19 ans plus tard. Si vous prenez vos éphémérides, vous regardez, mettons, le jour d'une nouvelle lune qui tombe à telle date, 19 ans après, à 1 jour près et à 1 degré près, vous aurez une éclipse. Une nouvelle lune en l'occurrence. Qu'est-ce qui va se passer donc avec les éclipses? C'est que si une éclipse vient se greffer littéralement sur le cycle de Méton, eh bien il est fort probable que 19 ans plus tard, vous ayez à nouveau une éclipse. Il y a une répétition qui va se situer et nous allons le voir très rapidement au niveau des exemples pratiques. Toujours en référence à ce signe de la Vierge qui est traversé par l'ascendant à l'heure actuelle, je vous propose une technique qui est très simple finalement. À ma connaissance en astrologie, les techniques prévisionnelles qui sont extrêmement précises sont quand même assez rares. Alors, je ne prétends pas que les éclipses soient la panacée universelle, c'est une technique qu'il faut compléter par d'autres, bien entendu, mais c'est une technique qui se révèle d'une étonnante précision. Alors, je me réfère simplement aux fondamentaux, on peut peut-être avancer un tout petit peu, ceci est simplement le texte introductif. Alors, est-ce que ça va s'afficher? Ah, et si on poursuit, ça s'affiche. C'est pas possible. Si? Bon, ben, j'espère que vous avez les thèmes dans le dossier, alors, et que vous avez les notes. Alors, à la page 5 du dossier, vous avez tout simplement un rappel des dignités et débilités, dignités et débilités planétaires. Pourquoi? Parce qu'avec les éclipses, on va se référer au maître par domicile et par exaltation. C'est très important. Ce sont deux points tout à fait importants. Donc, je travaille avec les maîtres par domicile, et quand je dis maître par domicile, j'inclus les domiciles traditionnels et les domiciles des transsaturniennes aussi, donc Verseau, Saturne, Uranus, Poisson, Jupiter, Neptune, et Scorpion, Mars, Pluton. Les exaltations sont très importantes aussi, comme nous allons le voir. Autre chose très importante, ce sont les règles tout à fait de base, les orbes des aspects, question épineuse s'il en est. Alors, je pars du principe que plus on élargit les orbes, plus on peut faire dire tout et n'importe quoi et son contraire à l'astrologie. Donc, j'ai restreint excessivement, si je puis dire, les orbes. Je travaille avec 2 degrés d'orbe maximum. Évidemment, les orbes ne sont pas étanches, il y a toujours des cas qui dépassent légèrement les 2 degrés d'orbe, mais vous verrez que généralement, nous avons affaire à des aspects partiels ou exacts. Si vous ne le savez pas, l'aspect partiel se produit exactement sur le même degré, l'aspect exact se produit en orbe à moins d'1 degré d'orbe. Ah ben voilà, ça arrive. Donc,
On peut passer à la page suivante, où je vous énonce, je vous passe effectivement tout le tri par rapport à ce que a pu nous léguer, les quelques informations que nous a léguées la tradition et les auteurs qui se sont penchés sur la question. Après quand même beaucoup d'années de travail, puisque c'est un travail qui a demandé plus de 10 ans de recherche, j'en suis arrivé à détailler, c'est à la page 6, là vous avez les fondamentaux pour utiliser une éclipse à bon escient. Que faut-il regarder quand vous dressez le thème d'une éclipse? Tout d'abord, les aspects de l'éclipse au thème natal, à 2 degrés d'orbe, je le rappelle. Les aspects au thème natal des maîtres de l'éclipse, je rappelle donc maîtres par domicile, mais aussi par exaltation. Les aspects au thème natal des planètes qui sont en aspect partile ou exact à l'éclipse même. Je vous rappelle que Ptolémée parlait déjà des aspects planétaires dans la citation que j'ai évoquée tout à l'heure. Les aspects au thème natal des planètes angulaires ou de celles qui sont conjointes à l'un des maîtres de l'éclipse. Et les aspects au thème natal des planètes qui forment entre elles des aspects exacts ou partiles. C'est-à-dire que si une éclipse se produit sous, mettons, une opposition partile Mars-Neptune, nous sommes actuellement sous l'opposition, mais elle n'est pas partile, eh bien cette opposition va aussi devoir être analysée. Ce sont donc, en fait, le thème d'une éclipse ne doit pas être du tout interprété comme une carte du ciel natale. Il n'y a que quelques éléments clés qui, parfois, sont très très réduits, qui méritent d'être analysés. Alors, au niveau de la durée d'une éclipse, bon, la théorie traditionnelle, je vous passe les détails, elle est très absconse. Suivant la durée de l'éclipse, on va convertir ça en date, en mois, en année. Franchement, rien de très très percutant. La chose pour moi la plus simple et la plus évidente, et d'ailleurs les quelques auteurs qui se sont penchés sur la question sont généralement d'accord avec cette idée, c'est que la validité d'une éclipse va aller d'éclipses de même type à éclipse de même type. Donc d'éclipse solaire à éclipse solaire et d'éclipse lunaire à éclipse lunaire. Ce sera le laps du temps où l'éclipse peut être active, peut déclencher quelque chose. Nous verrons ce qu'il en est des déclencheurs justement. Je précise que les éclipses solaires généralement sont distancées de 6 mois l'une de l'autre. Parfois les éclipses lunaires peuvent être séparées de à peine 1 mois l'une de l'autre. Concernant les déclencheurs, quels seront-ils? Eh bien c'est très simple, le déclencheur sera pratiquement toujours une planète rapide, sauf exception, j'y reviens tout de suite. Une planète rapide qui généralement va être le maître de l'éclipse par domicile ou par exaltation, donc le maître du lieu où se produit l'éclipse, ou alors une planète également rapide qui est angulaire, par exemple lors de l'éclipse. Donc il faut toujours chercher plutôt une rapide, sauf la seule exception que j'ai rencontrée, c'est quand vous avez des aspects, par exemple Uranus à l'heure actuelle est en Bélier à 9 degrés, si mes souvenirs sont bons. Si vous avez effectivement une planète à 9 béliers ou à 9 balances par exemple, surveillez s'il y a une éclipse qui se produit en Verseau à la période où vous êtes exposé au transit uranien. À ce moment-là, l'éclipse elle-même peut servir de déclencheur par rapport à ce transit uranien. Donc c'est le seul cas de figure où l'éclipse peut, disons, elle-même servir de déclencheur par rapport à une lente. Autrement, ce sont les rapides qui servent de déclencheur. Alors, j'espère que vous avez bien intégré toutes ces bases-là. Je vous parlais, c'est relativement simple, je vous parlais donc du 11 septembre. Alors, le 11 septembre, bon, 2001, bien sûr, a été maintes fois analysé astrologiquement. Je précise d'ailleurs qu'il y a un très joli travail qui a été fait par Éric Cordier, un travail d'animation, où il présente l'opposition Saturne-Pluton qui était active à l'époque, de façon très très imagée, qui est très très parlant par rapport à l'événement, mais il ne se réfère pas aux éclipses. Alors, ce qui est intéressant, vous avez donc le thème des USA. Je précise par rapport au thème des USA qu'il y a 2 thèmes qui circulent généralement, l'un avec l'ascendant Sagittaire qui est celui-ci, et l'autre avec un ascendant Gémeaux. Justement, dans mon travail de recherche, j'ai utilisé les 2 thèmes, et finalement c'est l'ascendant Sagittaire qui me semble particulièrement collé, d'ailleurs avec toute la mythologie des cow-boys aux
États-Unis, c'est plus parlant. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Donc j'ai effectivement utilisé ce thème, et juste en dessous, vous avez le thème du président de l'époque, George W. Bush. Et ce qui est très très remarquable d'emblée, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous le verrez plus facilement si vous avez les thèmes sur vos pages, eh bien c'est que nous avons affaire aux États-Unis une naissance entre guillemets le 4 juillet, et Bush est né un 6 juillet. Donc nous avons deux soleils qui sont conjoints. Alors, si vous remontez effectivement à l'éclipse qui a précédé les événements, on va tomber sur un phénomène assez étonnant, puisqu'on va découvrir que l'éclipse s'est produite, une éclipse lunaire qui s'est produite le jour anniversaire des États-Unis, et le jour anniversaire, donc vraiment à la même période, en conjonction au soleil de Bush et des États-Unis. Donc c'est la figure numéro 3, je ne sais pas si vous la voyez. C'est un peu petit, oui, en effet. On ne peut pas agrandir un petit peu. Et c'est après. C'est celle d'après. Donc c'est une éclipse qui est survenue, vous le voyez, le 5 juillet. Nous avons deux naissances, le 4 et le 6, donc vraiment au mi-point, si je puis dire, des deux. Une éclipse qui s'est produite, donc, vous le voyez, avec la Lune, éclipse lunaire, puisque nous sommes sous une pleine Lune, qui s'est produite donc à 13 degrés du Capricorne, avec un soleil à 13 degrés donc du Cancer. Éclipse qui a donc touché directement le soleil donc des États-Unis et le soleil de George W. Bush. Quand vous prenez effectivement dans la tradition astrologique une éclipse qui touche le soleil, c'est en effet particulièrement néfaste, voire mortifère. Cette éclipse, effectivement, donc, a fortement interpellé, puisque, donc, ça n'est certainement pas anodin, elle marque toute la révolution solaire des États-Unis et de George W. Bush. On peut ensuite, effectivement, rentrer dans le détail des aspects. Je vous le passe, puisque de toute façon, à la limite, si ça vous intéresse, c'est l'étude de cas par laquelle je commence les études de cas dans mon ouvrage, mais c'est très significatif donc de relever que cette éclipse touche directement les deux soleils de naissance. Cela m'a incité finalement à approfondir un petit peu, même beaucoup, ce sujet. Et il y a une autre éclipse dans l'histoire des États-Unis qui a été étudiée, notamment justement par Jeannie Bessières à l'époque, mais aussi par Charles Harvey, qui est celle qui a précédé l'assassinat de Kennedy. Et l'éclipse qui avait précédé l'assassinat de Kennedy, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement tout le monde à l'époque s'est penché sur l'éclipse solaire qui a précédé, qui est une éclipse effectivement très très significative parce qu'on retrouve en effet des aspects très très forts par rapport que ce soit au thème de Kennedy. L'éclipse donc, vous avez Kennedy, vous avez l'éclipse avant son assassinat, l'éclipse solaire, voilà, c'est bien celle-là, qui s'est produite à 27 degrés du Cancer. Kennedy avait Saturne à 27 degrés du Cancer. Saturne en culmination, ce qui est aussi évidemment un indice très très néfaste de chute de pouvoir, bien sûr. Ce que personne, à ma connaissance en tout cas, n'avait remarqué à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas qu'une éclipse solaire, il y avait aussi une éclipse lunaire qui s'était produite grosso modo à la même période, donc l'éclipse solaire, comme vous le voyez, date du 20 juillet, eh bien, elle a été précédée par une éclipse lunaire qui, elle, s'est produite le 6 juillet. 6 juillet, ça nous renvoie à la naissance des États-Unis. Et donc, on retrouve une éclipse lunaire en aspect direct, et tout à fait précis, au thème des États-Unis sur le Soleil. Là, ça commence sérieusement à poser question, d'autant plus que, faites le calcul, la différence entre les deux événements est 19 ans. Donc nous sommes bel et bien dans un cycle de Méton avec superposition, donc je répète, le cycle de Méton, tous les 19 ans,
répétition de la même distance angulaire entre le Soleil et la Lune. Et là, nous sommes dans un cycle de Méton qui vient se doubler d'une éclipse. C'est très intéressant à étudier, je le développe davantage dans mon ouvrage, je n'aurai pas l'occasion de le développer ici. C'est très intéressant à remarquer puisque, en fait, en allant piocher dans les éphémérides, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, 4 ou 5 éclipses consécutives, je crois 5, qui se sont produites, donc à 19 années d'intervalle et qui ont touché le Soleil des États-Unis, à commencer par une éclipse qui est donc survenue en 1944, le lendemain pratiquement du débarquement et donc de l'avènement de la superpuissance américaine. À partir de cette époque-là, les États-Unis ont vraiment été au devant de la scène. Pour information, et si mes souvenirs sont bons, mais c'est dans le bouquin, la dernière éclipse qui va se reproduire sur le Soleil des États-Unis est pour 2020, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il pourrait en effet marquer la fin, à mon sens, de l'hégémonie américaine. Mais ça, c'est une autre paire de manches. On va regarder un autre. Ici, évidemment, je n'entre pas dans le détail de toute l'analyse. Vous pouvez regarder ensuite par rapport au jeu des maîtrises, et je vous dis dans le texte, c'est plus développé. Il y a beaucoup plus d'aspects que cela, mais je suis obligé, évidemment, de me limiter à l'essentiel. J'ai pris un autre exemple, qui est un autre exemple d'attentat, qui lui est les attentats qui sont survenus à Madrid. Donc c'était, je ne sais plus quelle date, le 11 mars 2004. Et là, il suffit encore une fois de se référer, quand on en dispose, bien sûr, des thèmes des nations, donc le thème de l'Espagne que vous avez sous les yeux. Et là aussi, il suffit d'aller chercher dans les éphémérides l'éclipse, donc, ou les éclipses qui ont précédé, solaire et lunaire. L'éclipse qui a donc précédé les attentats en Espagne est, elle, survenue le 23 novembre 2003. Elle est survenue donc en Sagittaire, voilà, vous l'avez à l'écran. Elle est survenue en Sagittaire et à première vue, elle ne concerne pas, elle ne touche pas spécialement le thème de l'Espagne. Si ce n'est que si vous regardez la position de son maître, et je vous rappelle l'importance des maîtrises, son maître Jupiter est à 16 degrés 21 Vierge. 16 degrés 21 Vierge, ça veut dire que ce Jupiter est d'abord dans le ciel, pardon, il est en carré à Mercure et en opposition à Mars, comme vous pouvez le constater, si tout le monde le voit. C'est affiché sur votre écran. Et par rapport donc au thème de l'Espagne, l'éclipse s'est produite en conjonction exacte, dissociée avec le soleil du thème de l'Espagne. Elle est dissociée puisqu'il y a un léger décalage, puisque le soleil de l'Espagne est à 29 degrés et l'éclipse est produite au tout début du Sagittaire, mais nous sommes toujours à moins de 2 degrés d'or, et plus précisément à 1 degré d'or. Il y a là aussi d'autres aspects qui interviennent, mais encore une fois, je me situe sur l'essentiel. J'ai évidemment cherché, bon, ça ce sont trois cas, puisque les deux cas pour les États-Unis et le cas de l'Espagne, ce sont deux cas dont je traite dans mon ouvrage. Pour l'exercice d'aujourd'hui, pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai évidemment cherché de nouveaux cas, l'ouvrage est paru l'année passée, et par exemple j'ai pris la révolution tunisienne. Révolution tunisienne, là aussi, attention, les éclipses ne sont pas la panacée universelle, c'est un outil très intéressant. Je vous invite par exemple à dresser la révolution solaire pour la Tunisie avant évidemment la période de révolution. Elle est très très parlante. Mais penchons-nous donc sur les éclipses. Donc la révolution tunisienne, le déclencheur s'est situé le 17 décembre 2010, où un vendeur de fruits et légumes s'est immolé, et à partir de ce moment-là, effectivement, ça a commencé à chauffer, si l'on peut dire. L'éclipse donc qui a précédé ces événements, c'est une éclipse donc qui est survenue le 21 décembre 2010, et cette éclipse donc elle se situe à 29 degrés des Gémeaux, comme vous pouvez le constater. Là aussi, il n'y a pas spécialement, dans ce cas-ci, il n'y a pas spécialement d'aspect direct au thème de la Tunisie.
mais il suffit de se référer au maître de l'éclipse, Mercure. Vous prenez donc Mercure à 28 degrés, si je lis bien, du Sagittaire, et vous prenez la position du Soleil, pardon, c'est 26 degrés, je pense. C'est 26, hein? Oui, c'est bien ça, 26 degrés du Sagittaire, et la Tunisie a un Soleil à 24 degrés des Gémeaux, donc en opposition, là aussi, à moins de 2 degrés d'orbe. Évidemment, il n'y a pas que cet aspect-là, notamment à 26 degrés donc, du Sagittaire, ce Mercure, maître de l'éclipse, est aussi en carré partile à la Lune de la Tunisie, qui est à 26 degrés de la Vierge. Donc on voit bien par opposition au Soleil que l'autorité de la nation est en jeu, et par carré à la Lune, on voit aussi la révolte populaire. Donc on retrouve ici un exemple quand même assez précis. Un autre exemple, cette fois au niveau individuel, parce que là nous nous situons au niveau de la mondiale, mais au niveau individuel, un cas qui est très intéressant, que Josette a notamment pas mal travaillé aussi, si mes souvenirs sont bons, c'est celui de Guillaume Depardieu, une destinée assez tragique. Alors, vous le savez certainement, donc à la suite d'un accident de moto, il avait eu le genou broyé, et quelques années plus tard, exactement, je n'ai plus la date sous les yeux, mais je vais la retrouver, le 6 juin 2003, il a donc décidé de se faire amputer du genou, et quelques années plus tard, le pauvre garçon est décédé d'une pneumonie foudroyante le 13 octobre 2008. Voyons un petit peu si les éclipses sont intervenues dans son cas. Alors c'est un cas effectivement que j'analyse aussi dans l'ouvrage, mais à l'époque je ne disposais pas de toutes les données de naissance que j'aurais souhaité. Je disposais de son thème et de celui de son père, donc Gérard, mais je n'avais pas encore le thème de sa mère et de sa sœur, que j'ai d'ailleurs je pense obtenu via Josette, si mes souvenirs sont bons. Et donc aujourd'hui je vous ai complété un petit peu le topo pour voir quand même quelque chose qui est tout à fait étonnant et qui est l'interdépendance des destinées. À partir du moment où vous avez quelque chose qui est sensibilisé dans votre carte du ciel et que vos proches sont également sensibilisés, je dirais par une convergence vers votre thème, les événements deviennent exponentiellement plus probables. Alors, voyons qu'est-ce qu'il en est donc des éclipses concernant Guillaume Depardieu. Alors, l'éclipse qui a précédé l'amputation, elle est survenue le 31 mai 2003. Je vous ai dit que c'est le 6 juin 2003 qu'il a été amputé, donc c'est une éclipse qui est vraiment très très proche de l'événement. Que remarque-t-on pour cette éclipse donc, que vous avez sous les yeux? Eh bien, où se produit-elle, l'éclipse? Vous l'avez donc à 9 degrés du signe des Gémeaux, d'ailleurs au lever. 9 degrés du signe des Gémeaux, eh bien, référez-vous, reprenez le thème de Guillaume Depardieu, vous allez constater, c'est un ascendant Cancer, avec une lune en maison 3 de la mobilité, à 9 degrés de la Vierge. Donc vous avez un carré partile de l'éclipse par rapport à cette position lunaire qui est le maître de l'ascendant dans l'axe de la mobilité, bien entendu. Alors c'est un premier indice qui nous met déjà, nous aiguille déjà sur la piste d'un événement potentiellement difficile, pour ne pas dire tragique. Vous prenez maintenant le thème de Gérard Depardieu. Vous savez évidemment que les enfants, c'est la maison 5. Il n'a rien en maison 5, mais cette maison 5, la cuspide tombe en taureau. Donc, on cherche Vénus. Et Vénus, où se situe-t-elle? Vous le voyez à 8 degrés du Sagittaire. Donc, le maître de sa maison 5 était lui-même affligé par opposition de l'éclipse. Et encore une fois, à moins de 2 degrés d'orbe. Prenons maintenant le thème de Élisabeth Depardieu, sa mère. Alors, ici, il y a autre chose qui est intéressant. On regarde en faisant rapidement le tour du thème, on voit une Vénus à 11 degrés Vierge, donc qui elle-même a reçu, évidemment, l'aspect de carré de cette éclipse. Ce que l'on remarque aussi, ce serait certainement intéressant de faire l'atavisme dans ce cas-ci, puisqu'on remarque que la maison 5 commence à la fin du Verseau,
je ne serais pas étonné qu'elle soit née légèrement plus tard, et que donc la maison 5 commence en Poisson, et que Vénus soit maître par exaltation, donc de cette maison 5, ce qui serait plus plausible. Ça se joue vraiment à quelques minutes près. C'est une hypothèse, je n'ai pas fait le calcul de la rectification de l'heure de naissance de Élisabeth Depardieu. Alors, et si on regarde Julie Depardieu, alors là on peut s'étonner parce que là on ne trouve rien dans les axes mutables qui se situent aux alentours de 9 degrés. On n'a rien du tout, mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte que cette éclipse, donc à 9 de la Vierge, je vous le rappelle, est sesquicarrée à la lune natale de Julie Depardieu, pardon. Ici, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un significateur particulier lié aux frères, mais on a quand même un aspect délicat, c'est je dirais, des 4 membres de la famille. Elle est également touchée, mais sans doute de manière moins directe, le significateur direct n'est pas impliqué, mais on constate quand même qu'il y a une forte convergence de tous les thèmes vers un événement tragique, et qui, je le rappelle, touche le maître d'ascendant, donc de Guillaume Depardieu. Si on se penche maintenant sur l'éclipse qui a précédé donc le décès, eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, donc nous avons une éclipse du Verseau, à 24 degrés du Verseau, premier maître du Verseau, Saturne. Saturne, où se trouve-t-il? À 9 degrés Vierge. Là, pas besoin de vous faire un dessin, on reproduit exactement les mêmes aspects, puisque l'éclipse qui a précédé l'amputation était sur ce même degré. Là aussi, pas besoin de rappeler la connotation négative, évidemment, de Saturne. Alors, je ne vous ai pas, effectivement, parlé encore des déclencheurs. C'est vrai que j'ai oublié de les citer, notamment pour le 11 septembre. Il y avait des déclencheurs très, très intéressants. Je ne pense pas, je ne sais pas effectivement quel est mon temps de parole, il n'est plus très long. Les déclencheurs, je vous rappelle, donc cherchez-les, ils sont bel et bien là, il faut les chercher parmi les maîtres, donc par exaltation ou domicile bien entendu, ou par rapport aux angularités. J'ai d'ailleurs un cas que je voulais, 10 minutes, alors j'ai un cas que je voulais vous présenter, vous avez d'autres cas qui sont dans les notes. Je vais résumer très très brièvement. Bon, ici, évidemment, je vous ai présenté des cas tragiques, hein, que ce soit les États-Unis, les attentats en Espagne, Depardieu, bien sûr. Ce qui semble répondre au principe de base, je dirais, qui a été transmis, que les éclipses sont néfastes. Alors, pour comprendre une éclipse, il faut se rendre compte, en fait, que c'est un événement exceptionnel qui fait rupture dans le cycle, le décours naturel du cycle solilunaire, bien entendu. Donc c'est vrai que faisant rupture, cela peut indiquer un événement tragique, mais il peut y avoir des éclipses qui sont positives, aussi étonnant que cela puisse paraître, et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle André Barbeau, à l'époque, avait rejeté l'intérêt des éclipses, parce qu'il avait constaté qu'il y avait des éclipses qui étaient néfastes, mais d'autres étaient positives, et ça allait à l'encontre de la tradition, et donc il a, à mon sens, un peu vite balayé la question. Il y a donc des éclipses qui sont positives. Dans les notes, vous avez par exemple le cas du prince William. Son mariage l'année passée avec Kate, eh bien, a été précédé d'une éclipse qui touche les valeurs maison 7 chez lui. Donc, bon, est-ce un bon mariage ou un mauvais mariage? Ce n'est pas à moi d'en décider, mais en principe, un mariage est un événement heureux. Dans mon ouvrage, vous allez aussi pouvoir voir que j'ai fait tout un travail à l'époque. Grâce à une collaboration, si je puis dire, internationale, on avait récolté pour les Jeux Olympiques d'Atlanta beaucoup de données de naissance d'athlètes français, belges et italiens. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait eu de la chance puisque les Belges avaient gagné beaucoup de médailles, contrairement à leurs habitudes. Donc, on disposait d'un joli fond de médaillés à étudier. Et partant du principe qu'en effet, l'éclipse marque un événement hors du commun, bon, je me suis demandé, tiens, bon, parce que gagner une médaille olympique n'est pas non plus donné à tout le monde. C'est une façon de se distinguer, de sortir un petit peu de la masse. Et en effet, je crois que j'ai 22 cas donc, de médailles d'or individuelles aux Jeux Olympiques d'Atlanta.
C'est incroyable quand vous prenez les significateurs, donc le maître de l'éclipse, et les significateurs naturels pour une médaille olympique. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher du Soleil, Mars, Jupiter, pour une médaille olympique. Eh bien, vous avez pratiquement du 100% d'aspect à moins de 2 degrés d'orbe qui touche les médaillés olympiques pour l'éclipse qui a précédé. Ce qui semble quand même être un outil très très intéressant, parce que bon, quand on se retrouve aux Jeux Olympiques, évidemment, en principe, tous les athlètes devraient être à peu près du même niveau, mais sans doute que ceux qui ont une éclipse derrière eux, qui les pousse un petit peu plus, auront effectivement la possibilité de sortir du lot. Puisqu'il nous reste à peine quelques minutes et que je n'avais pas eu le temps de le présenter, je ne sais pas si on peut calculer, est-ce qu'on peut calculer un thème en direct? Oui? Alors, c'est un thème vous connaissez certainement, puisque ça ne s'est pas passé loin d'ici. Il s'agit de Mohamed Merah, donc fameux cas de Toulouse. Je travaille constamment sur l'actualité, je vérifie constamment les thèmes par rapport à l'actualité et ça marche du tonnerre. Je ne sais pas si tu l'as déjà enregistré, donc je vais vous donner les données de naissance. C'est le 10 octobre 1988. M-E-H... Oui, bon, c'est pas grave, oui. Alors, le pays, c'est Toulouse, hein, il est né à Toulouse. Oui. C'est un très très bon exemple pour l'éclipse et pour le déclenchement d'ailleurs. Toulouse. Et donc, il est né le 10 octobre 1988. Le 10 du 10, 88. « 88 à 9h50, c'est Marc Brun qui a obtenu ces données de naissance, je le précise parce que c'est important. Il faut toujours respecter le travail des collecteurs de données de naissance. C'est un travail ingrat, mais qui est très utile aux astrologues. Voilà, vous avez le thème donc de Mohamed Merah. Malheureusement pour le Scorpion, qui a une si mauvaise réputation, c'est un ascendant Scorpion. Nous avons en Belgique, malheureusement, un cas tragique qui, pour le Scorpion, n'est pas très beau, c'est Marc Dutroux, double Scorpion. Alors, donc, on a un ascendant Scorpion. Je passe sur le détail du thème natal. Ce qui m'intéresse, c'est l'éclipse donc qui a précédé les fameux meurtres dont il s'est rendu coupable. Alors, c'est l'éclipse solaire qui m'intéresse, qui a eu lieu le 25 novembre 2011. Puisque ça fait quelques mois que nous n'avons plus eu d'éclipse, je vous le signale. La prochaine est pour bientôt. Donc, le 25 novembre 2011, calculé pour Toulouse, nous avons une éclipse qui se situe à 2 degrés du Sagittaire. Mais ce qui est très important, c'est que Mars culminait pour Toulouse. Vous aviez un milieu du ciel à 8 degrés 45 Vierge et Mars à 6 degrés 47 Vierge. Donc, étroitement conjoint au milieu du ciel. Regardez qu'est-ce qu'il y a à 6 degrés en Vierge, nous avons une Vénus culminante. Mars, je le rappelle, est maître d'ascendant aussi, de Mohamed Merah. Donc on peut se dire, en effet, là, il y a un activateur qui intervient pour la période donc partant du 25 novembre. Et si on poursuit donc jusqu'à la date fatidique pour lui, le 22 mars dernier, quand il a donc été tué par les forces de l'ordre, que se passait-il, astrologiquement parlant, le 22 mars? Eh bien, il suffit de suivre Mars, vous le savez, qui était en période de rétrogradation. Eh bien, où se trouvait-il? À 6 degrés 58 Vierge. Donc, il était revenu par mouvement rétrograde, pile sur la Vénus natale. Et là, nous sommes avec des aspects partiles, je vous le rappelle.
à ma connaissance, en tout cas je ne connais pas beaucoup de techniques qui fonctionnent de façon aussi précise que les éclipses. D'autres exemples, évidemment, que je vous ai présentés, que vous pourrez lire dans les notes. Je vous avais préparé, notamment parmi les cas d'actualité, Dominique Strauss-Kahn, qui est très intéressant aussi à étudier du point de vue des éclipses. Il est dans les notes, vous vérifierez, l'éclipse touche son Uranus natal. Hein, pour un événement qu'il a renversé, c'est le moins que l'on puisse dire. Et là aussi, c'est très intéressant, vous avez dans les notes le thème de Anne Sinclair. Elle-même est touchée par l'éclipse qui a concerné DSK. Autre cas que vous avez dans les notes aussi, et qui est très intéressant, puisque nous sommes, j'allais dire, mais plutôt vous êtes en période d'élection, c'est le cas de Ségolène Royal lors des élections précédentes, les élections présidentielles précédentes. Cas très intéressant, contrairement à ce qui est indiqué dans les notes, l'éclipse n'est pas celle qui précède donc, les fameuses élections, donc c'était en 2007. Ce n'est pas l'éclipse qui a précédé, c'est en fait une éclipse, un peu comme le cas des États-Unis, qui s'est produite le jour de son anniversaire, donc l'année avant les élections, son anniversaire, sa révolution solaire, tombait le jour d'une éclipse. C'est très intéressant, vous allez le voir, parce qu'en plus cette éclipse se produisait sous un carré partile Jupiter-Neptune, et en effet, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, elle n'a pas été très soutenue par ses petits camarades. Donc c'est ce qui a valu l'élection. Et en effet, un événement très, très, quand même déterminant dans sa carrière, qui l'a, d'une certaine manière, éclipsé. Voilà, j'espère que je suis resté dans les temps. C'est un sujet dont je pourrais vous parler pendant des heures et j'ai sauté énormément de choses parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais je vous invite à travailler les éclipses. C'est un outil d'une rare précision. Dites-moi. Oh, je ne l'ai pas sous les yeux. Attendez, je vais vous le dire. J'ai ici la liste. Donc la prochaine éclipse se produit le 20 mai à 0 degré des Gémeaux, 0,20 des Gémeaux plus précisément. À ce propos d'ailleurs j'ai demandé à André van der Linden, le fameux programme Zodiac dont vous parlez Fabienne, il y a tout un tableau qu'il présente, Fabienne vous l'a montré très brièvement, qui présente donc les éclipses sur les 10 années à venir. Je lui ai demandé de le compléter et dans la nouvelle mouture dont je ne dispose pas encore à l'heure actuelle, le tableau est beaucoup plus complet, donc il reprend la position de l'éclipse, en signe bien entendu, le type d'éclipse, bon, si c'est lunaire ou solaire, mais ça en principe on devrait le reconnaître assez facilement, mais surtout la position des maîtres, donc les 2 maîtres, y compris les traditionnels pour les signes qui ont une double maîtrise, et y compris le maître par exaltation, ce qui permet d'avoir sur une feuille, et sur 20 ans je pense, non sur 10 ans pardon, toute la liste des éclipses à venir, et on a tous les points fondamentaux, rien que ça vous permet de faire un énorme travail. Juste encore une toute dernière précision, c'est que toutes les éclipses, je suppose que la plupart d'entre vous vont rentrer et avidement regarder si les éclipses vont les toucher. Ne vous effrayez pas si vous avez une éclipse qui tombe pile poil sur une position de votre thème. D'abord, ça n'est pas automatiquement néfaste. Je vous le disais, il y a des cas fabuleux, par exemple les Jeux Olympiques, les athlètes des Jeux Olympiques, où les éclipses sont extrêmement intéressantes. Les éclipses manifestent un moment d'exception, une période d'exception. Et ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est qu'entre le moment où l'éclipse s'est produite et la même éclipse de même type, donc de lunaire à lunaire ou de solaire à solaire, j'arrête tout de suite, entre les 2 événements, il faut qu'il y ait eu un déclencheur, donc une planète rapide, comme on a vu avec Mars pour Mohamed Merah, qui était angulaire lors de l'éclipse, ou alors généralement les maîtres de l'éclipse, donc si c'est une éclipse des Gémeaux, ce sera Mercure. Et si vous reprenez par exemple le cas des attentats aux États-Unis, Saturne qui culminait lors de l'éclipse, il y avait l'opposition Saturne-Pluton qui était culminante pour New York donc, au moment de l'éclipse. Saturne se trouvait à ce moment-là en Gémeaux, c'est Mercure qui va servir de déclencheur pour les attentats, et Mercure à ce moment-là, vous allez le vérifier, le thème je pense est dans le dossier, Mercure était partile à ce moment-là en aspect, donc il faut chercher un déclencheur. Si vous n'avez pas de déclencheur, l'éclipse peut très bien ne rien produire en effet. Voilà.